ramper à 4 pattes, de la classe jusqu'aux toilettes où je me suis dit: «Là, stop, je vais plus voir mon médecin traitant, je vais voir les spécialistes des spécialistes parce que c'est pas possible, c'est pas normal, on a beau me dire que c'est normal, c'est pas possible de ramper à 4 pattes jusqu'aux toilettes. C'est pas possible de vomir tous les mois, de pleurer tous les mois», donc c'est là où j'ai le déclic de me dire: «Il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe». L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Mélanie. Bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. J'aimerais que tu nous racontes un peu quel genre de petite jeune fille que tu es, par exemple autour du collège, quoi, les années collège. Oui, je suis très calme, je suis une bonne élève, j'ai mes copines, mes copains, j'ai une enfance très paisible, très heureuse. Je connais pas la douleur particulièrement, j'ai jamais eu d'entorse, de fracture, d'opération, ni quoi que ce soit. J'ai vraiment une enfance Cool, quoi. insouciante. Insouciante. Et puis, quand t'as 13-14 ans, t'es au collège et tu as tes premières règles. Oui, Et là, tout je suis change. je suis la dernière de mes copines à avoir mes règles. Moi aussi, c'est dur l'attente, hein. Oui, Je faisais semblant on avec des attend ça serviettes avec dans mon impatience. sac. J'attends ça donc avec impatience. J'ai pas particulièrement de copines qui se plaignent de douleur, donc j'ai juste hâte de les avoir. Et un jour, je vais aux toilettes. J'ai eu la meilleure manière de les avoir. Je peux pas me plaindre là-dessus. Je vais aux toilettes et en m'essuyant, c'est tout rouge. Donc, je dis à ma mère qui est dans le salon, Maman, c'est tout rouge, j'ai mes règles. Donc, j'ai pas de douleur à ce moment-là. Sur le premier cycle, tout va bien. Et donc, je suis juste contente d'être enfin comme toutes mes copines. Et puis, 4 semaines après, elles reviennent. Voilà. Donc, au deuxième cycle, par contre, là, tout change. Je... C'est bizarre parce que j'ai l'impression de me vider, mais je perds pas plus de sang que la moyenne. C'est juste l'impression que je perds mon corps. C'est très bizarre à dire, mais je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps, que j'ai mal, mais je connais absolument pas cette douleur et personne m'en a parlé. Euh, je sens plus mes jambes. J'ai l'impression de plus avoir de circulation du sang dans mes jambes, d'être hyper fébrile. D'être hyper fragile, ça me tire dans le ventre, j'ai mal. Euh, et en fait, ça va s'aggraver après chaque cycle. Ça va être de Et, pire en pire. et après ce premier cycle, donc tu restes à la maison et ta mère ou ton père réagit comment? C'est normal parce que on n'en parlait pas beaucoup de l'endométriose à ce moment-là. Ouais. Et donc, on me met une bouillotte, boire de l'eau, une bouillotte, regarder la télé, et puis se reposer, quoi. Et tu vas pas voir le médecin à ce moment-là? Pas tout de suite parce que c'est le premier cycle. Ouais. Donc pas tout de suite, on s'inquiète pas tout de suite. Mais c'est au fur et à mesure que les douleurs vont devenir insoutenables Ouais. que je vais consulter à plusieurs reprises mon médecin traitant. Donc tu vas pas aux urgences, tu vas chez c'est ton médecin traitant qui prend... D'accord. Voilà, qui est une femme, médecin traitant spécialisée en gynécologie. Ok. Important de le dire, et parce que ça ne l'a pas du tout inquiétée. C'est D'accord. normal. Je lui décris mes douleurs qui sont donc atroces. C'est que je loupe des cours chaque mois, surtout les deux. Ah oui, tu peux pas aller à l'école? C'est horrible. Je fais des malaises vagos.
Donc vraiment, j'ai des voiles noirs, j'entends plus rien, je vois plus rien. J'ai des douleurs pelviennes qui me font vomir de douleur. Enfin, c'est vraiment moi qui, justement, dans l'enfance, n'ai jamais connu la douleur. J'ai l'impression De mourir. de mourir. Vraiment, c'était l'impression que j'avais. À chaque cycle, je me disais, mais je vais jamais tenir, je vais jamais pouvoir arriver au prochain cycle, c'est trop dur, ça fait trop mal. Et donc, ça m'arrive de vomir de douleur, d'avoir des troubles digestifs vraiment très poussés, C'est euh, quoi, t'as des diarrhées? des diarrhées et vraiment, j'ai l'impression, bah, comme quand on a des diarrhées pour le coup, ça je pense que beaucoup peuvent connaître, on a l'impression de complètement se vider et d'avoir des sueurs dans tous les sens, etc. Et c'est ce que je ressens. Et en plus de ça, les douleurs au ventre qui sont horribles. J'ai vraiment l'impression que c'est la guerre dans mon ventre, qu'on m'arrache à main nue les organes. C'est des douleurs. Enfin, je Ah, pense seulement les femmes qui ont de l'endométriose ou maladies similaires peuvent comprendre parce que c'est indescriptible. Et donc, Et je vais voir à plusieurs reprises cette médecin traitante qui, à chaque fois, me dit de prendre un Doliprane, de prendre de l'Antadis, que c'est rien, qu'il faut mettre une bouillotte, que ça va passer, que c'est parce que je suis encore adolescente, etc. dans ta famille, il y a des femmes qui ont des règles comme ça? Alors, quand je suis adolescente, je ne le sais pas, mais je l'apprendrai plutôt récemment. Euh, que oui, ma grand-mère avait très mal pendant ses cycles, mais n'en a jamais parlé à personne. Et qui justement était un peu étonnée que je creuse autant par la suite pour comprendre pourquoi j'avais mal, parce qu'elle m'a dit, mais moi j'ai toujours eu mal et puis j'ai survécu. C'était la fatalité, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu vis à un collège infernal. Comment ça impacte ta vie au quotidien? J'imagine que tu peux pas faire comment dire, les classes vertes, les sorties chez les copines, dormir chez les copines. Enfin, j'imagine que ça a un impact très logistique, quoi, sur ton quotidien. Bah, vu que personne ne s'inquiète autour de moi et j'en veux à personne, hein, c'était qu'on n'était pas encore assez informés. Vu que tout le monde me dit que c'est normal et que j'ai juste à prendre des Doliprane et que ça va passer, je m'en soucie pas encore trop à ce moment-là. Je vis ma vie et quand ça arrive, bah, j'ai très mal et j'appelle mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Et, hum, et je fais pas encore ma vie en fonction euh, de l'appréhension des douleurs qui peuvent arriver. Et puis un jour, quand tu m'as raconté ton histoire, tu m'as dit, un jour il se passe quelque chose à l'école et c'est un déclic. Qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis mes 14 ans, j'ai ces douleurs qui reviennent tous les mois. Tout le monde me dit que c'est normal. Je vais voir plein de fois ma médecin traitant. Je change aussi de médecin traitant. Pareil, tout est normal, tout est normal. Mais à mes 18 ans, un peu avant de passer le bac, j'ai une douleur horrible. Mais je pense que c'était le summum de la douleur que je n'avais encore jamais eue. En classe. Donc des douleurs en classe, j'en avais eu plein de fois. J'avais le droit de sortir pour me reposer bah, sur les toilettes parce il y avait pas d'infirmerie dans mon lycée. Donc pour respirer, etc. Sauf que là, je sens que j'ai l'impression une fois de plus, mais cette fois-ci encore plus, que je ne vais pas du tout tenir, que je c'est pas possible là, que mon corps il peut pas affronter encore cette douleur. Et donc j'arrive à sortir de la classe en faisant un peu face devant tout le monde, mais une fois que je ferme la porte, je peux plus tenir droite. Je suis complètement normalement je me tiens un peu pliée et j'arrive à avancer, sauf que là j'y arrive même pas. Et donc c'est là où j'ai eu le déclic parce que je me mets à quatre pattes dans les couloirs de mon lycée pour avancer jusqu'aux toilettes tellement la douleur est inhumaine. Et donc c'est là où c'est tellement humiliant en fait. Heureusement personne ne m'a vu. Mais toi, tu t'es vu faire ça. Voilà, moi je me suis vu faire ça et c'était suffisamment humiliant de me dire je suis à quatre pattes dans les toilettes de mon lycée, enfin surtout de la classe jusqu'aux toilettes, j'étais à quatre pattes, euh, tellement la douleur était forte et donc aux toilettes je suis complètement par terre, je peux rien faire.
Encore une fois, il y a pas d'infirmière, j'ai pas croisé de surveillant, on n'avait pas le droit au téléphone, donc j'avais pas mon téléphone, j'avais personne et j'avais pas du tout envie, devant toute la classe de dire, «Maîtresse, non, professeur, j'ai un problème». Enfin, je me voyais pas appeler à l'aide, demander de l'aide, donc encore une fois, je reste, seule dans ma douleur et j'ai, tellement mal, je pleure, je vomis et cetera, mais ça, c'est pratiquement tous les mois, donc pas encore, mais c'était vraiment cet épisode de ramper à 4 pattes, de la classe jusqu'aux toilettes où je me suis dit: «Là, stop, je vais plus voir mon médecin traitant, je vais voir les spécialistes des spécialistes parce que c'est pas possible, c'est pas normal, on a beau me dire que c'est normal, c'est pas possible de ramper à 4 pattes jusqu'aux toilettes. C'est pas possible de vomir tous les mois, de pleurer tous les mois». Donc c'est là où j'ai le déclic de me dire: «Il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe». Là, tu as quel âge? Je viens à peine d'avoir 18 ans, je vais bientôt passer le bac. Et donc, tu fais quoi? D'ailleurs, quand tu dis je, c'est-à-dire que tu le fais sans tes parents? Oui, oui, j'ai D'accord. toujours été plutôt débrouillarde, donc je suis née à l'époque de Doctolib, donc j'investigue sur internet, je trouve les bons spécialistes. Enfin, je pense à ce moment-là que ce sont les bons. Ouais. Je vais voir une gynécologue. Ma mère m'accompagne au rendez-vous parce que c'est quand même la première fois que quelqu'un va me toucher, donc j'ai peur. Et donc, bah, Tu évidemment. avais jamais eu d'examen endovaginal, enfin une écho endovaginale ou de toucher vaginal? D'accord. Non, non, parce que justement, bah, mes proches me disaient bah, que j'étais trop jeune avant 18 ans pour voir un gynécologue. Donc, bah non, on va pas investiguer plus que ça. Sauf que là, ça y est, je suis majeure. J'ai mon permis. Je veux comprendre, je veux savoir. Mhm. Et donc, tu vas voir ce premier médecin. Je vais voir cette gynécologue qui m'examine sans pousser l'examen. Donc, j'ai pas d'échographie ni rien. Elle me fait juste des touchés et me dit qu'il y a rien, qu'elle voit rien. Et que de toute façon, les douleurs, encore une fois, à mon âge, c'est normal. Bien que je lui dise que je vomis pratiquement tous les cycles, que je pleure à chaque fois, que rien ne me soulage, et que c'est infernal, bah, c'est pas grave, ça va passer. Elle te prescrit un examen, quelque chose? Euh, je retourne la voir un peu après, en lui demandant de me prescrire un examen. Donc elle rechigne très fort, mais je lui dis que de toute façon, si elle me le prescrit pas, je vais voir un autre gynécologue pour me le prescrire. Donc elle finit par me prescrire ma première IRM que je vais passer en septembre, donc quelques mois après. Et là, c'est pareil, catastrophique, encore pire euh, que la médecin traitante que j'ai eue, que la gynéco que j'ai vue. C'est que là, on ne me croit même pas sur les douleurs. C'est-à-dire que c'est même pas vrai ce que je dis. Comment ça? Donc je passe l'IRM, c'est un homme euh, qui me dit qu'il voit des petits nodules. Euh, Déjà au début, il me dit il y a rien du tout. Donc c'est là où je lui explique mes douleurs, qui croit vraiment pas du tout. Il dit que c'est seulement les femmes enceintes qui ont des douleurs comme ça, que j'abuse. Donc déjà la pression monte, mais j'ai que 18 ans, donc je ne dis pas grand-chose. Et après, il finit par me dire enfin si je vois un peu de nodules, mais pas assez pour que je le note dans le compte rendu, donc je noterai qu'il n'y a rien. Et donc là, c'est inaudible pour moi de me dire qu'un médecin me dit oui, je vois quelque chose, mais je ne vais pas le noter. Point. Là, on est en fait à la porte qui mène entre passer l'IRM et la salle d'attente. Ouais. C'est là où il me dit ça. Et donc la salle d'attente est remplie. Et là, je m'énerve assez fort. Pourtant, j'ai que 18 ans et c'est un grand monsieur en blouse blanche. Mais c'est tellement injuste qu'ils me disent qu'il voit quelque chose, mais qu'il veut ne pas le noter, que du coup, je m'énerve, que je sais plus exactement ce que je lui dis, mais je sais que je lui dis que c'est injuste, que s'il voit quelque chose, il est dans l'obligation de le noter, que moi, ça me changerait tout, ça me permettrait d'avoir des soins et d'accéder à des médicaments spécialisés, que ça changerait tout, que mes douleurs sont trop grosses, etc. Et sauf qu'il est complètement neutre.
face à ce que je lui dis. J'ai beau m'énerver et toute la salle d'attente me regarde avec des yeux tout ronds en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a celle-là?» Hem et il change pas du tout d'avis. Donc bah, je dois partir, surtout qu'il termine, notre conversation en disant, «Prenez un Doliprane et ça passera». Sauf que là, j'ai 18 ans. J'ai des envies de violence. Voilà, c'est ça. J'ai 18 ans, j'ai mal depuis mes 14 ans et ça fait 4 ans que le Doliprane est bien loin derrière moi, que ça ne me fait absolument plus rien, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu fais alors après ce rendez-vous assez traumatisant? Je vais revoir ma gynécologue, la même avec qui j'ai bataillé pour avoir une IRM, mais bon, je retourne la voir. Hem, Elle décide quand même de me prescrire une pilule parce que juste avant l'IRM, j'ai aussi rencontré mon premier copain et donc entre, les douleurs et mon premier copain, elle se dit: «Bon, c'est peut-être le moment de prendre, la première pilule, quoi». D'accord. Et t'as une pilule spéciale? Non, pas du tout, j'ai, la même que toutes mes copines qui n'ont pas de douleur. Donc je la prends, ça me fait rien, évidemment. Ça me fait rien du tout. Sauf que vu que j'ai eu, mon épisode à 4 pattes dans le lycée, j'ai vraiment cette envie et cette détermination de comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. Donc bien que l'IRM m'ait rien donné, je décide de voir, d'autres gynécos. Donc je fais des frottis, je fais des échographies pelviennes, je fais des touchés vaginaux, je change 3 fois de pilule. Et tout ça, tu le payes de ta poche? Comment tu finances ça? Et ben c'est aussi, un gros problème quand on est étudiante et qu'on veut comprendre, ce qui se passe dans notre corps, c'est qu'on a ce que la mutuelle et la sécurité sociale nous remboursent, mais le Ouais, reste, c'est à notre charge. Donc j'ai eu la chance d'avoir, des parents qui m'ont aidée à financer tout ça. d'accord. Mais c'est vrai que sans eux, bah, j'aurais jamais pu Explorer autant comme ça. investiguer, quoi. C'est ça. Et donc, oui, tu fais tous ces examens-là, tu changes de pilule. Voilà, je change de pilule 3 fois avec des prises de sang, avec, tout ce qu'il faut, pour comprendre ce qui se passe. Mais, on ne me trouve rien, je n'ai rien du tout. Sauf que moi, ça continue, mes cycles où j'ai très mal, où je pleure, où ça c'est horrible, les douleurs. Donc je veux encore comprendre ce qui se passe. Hem, je finis par, trouver, une gynéco qui va me parler de EndoConnect. J'ai jamais entendu. Elle me dit de remplir un dossier et que, je vais passer un autre examen, vers une section spécialisée endométriose et qu'il faut absolument que je remplisse ce dossier EndoConnect parce qu'ils veulent centraliser toutes les femmes, qui ont des Ok. douleurs pelviennes là-dessus. EndoConnect t'envoie vers des médecins ou comment? Oui, Qu'est-ce qui se passe après, une fois que t'as rempli tout ça? en fait, je suis donc, je prends rendez-vous avec un département endométriose, pour passer une deuxième IRM. Mais avant, il faut que je remplisse, ce dossier EndoConnect. Donc D'accord. je dois répertorier tous les examens que j'ai faits, sauf que j'arrive même pas à me souvenir de tout ce que j'ai fait. D'accord. Je fais en fonction de ce que j'ai retrouvé dans mon dossier parce que j'ai commencé, dès le début à me constituer un dossier, endométriose. C'est vraiment Ouais. écrit endométriose sur mon dossier. C'est un conseil que tu donnes aux jeunes Oui, femmes? oui, si c'est vraiment important de, dès le début, tout répertorier parce que, en fait, on voit que le dossier, s'épaissit au fur et à mesure, des années et c'est vrai que quand j'arrive, chez un spécialiste et que je lui apporte mon gros dossier, hem, ils me remercient parce qu'au moins ils ont toute la trace de tout et tout est Ouais. centralisé, Tu ouais. te fais ton dossier médical thématique personnel, quoi. Ok. C'est ça. Et cette deuxième IRM alors? Cette deuxième IRM, en plus avec un toucher vaginal et une échographie vaginale, on me fait, le tiercé gagnant dans la même journée. Donc là, j'ai 19 ans, donc c'est quand même, je suis toujours aussi peu à l'aise, qu'on me touche, mais bon, je veux comprendre pourquoi, donc c'est pas grave. Le personnel n'est pas du tout à l'écoute. Heu, Pourtant c'est un département endométriose, Ouais. mais vraiment je me sens pas du tout, la bienvenue. D'accord. Pas du tout, aucun sourire, «Bonjour madame, mettez-vous là, écartez les jambes».
on te met ce qu'il faut pour vérifier. Ouais. Bah non, vous avez rien. Merci, au revoir. D'accord. Il n'y a pas du tout de considération de ce que je peux vivre dans la vie quotidienne, de ce que je peux ressentir et tout, mais bon, c'est pas grave. La dame, qui est une dame, hein, mais elle me dit quand même, si nous, on vous trouve rien, c'est que vous n'avez rien du tout. Parce qu'on est un département d'endométriose. Donc si nous, on trouve rien, bah Chercher ailleurs, quoi. voilà, c'est que bah, vous avez rien, quoi. Donc je ne prends encore une fois pas en considération ce qu'on me dit. Je veux pas entendre que j'ai rien parce que c'est juste pas possible. Mais quel courage! Oui, c'est vrai. En m'écoutant, j'avais pas réalisé euh, que j'avais autant bataillé. Et donc, je continue en parallèle. Comme je t'ai dit, je me souviens pas du nombre d'échographies pelviennes que j'ai faites et du nombre de touchés vaginaux que j'ai eu. Mais je continue, je vais voir d'autres médecins, d'autres gynécos, d'autres spécialistes. Tout le monde me dit que j'ai rien. On arrive en janvier 2021. Je passe une Tu as quel âge, là? IRM. C'est l'année de mes 20 ans. D'accord. En fait, globalement, j'ai passé une IRM par an à partir de mes 18 ans. D'accord. Donc, je passe cette IRM. Là, pour le coup, le personnel est adorable. Ils sont vraiment super à l'écoute et à la fin, la femme me dit je suis vraiment désolée, mademoiselle, mais on n'a rien trouvé du tout, quoi. Donc, encore une fois, on ne trouve rien. Pour le coup, ils sont très, très bienveillants, très à l'écoute. Ils me disent de continuer d'investiguer, etc. Donc, euh, donc, ça me motive à continuer. Donc, je refais des frottis, je rechange de pilule pour la je ne sais même pas combienième fois. On me refait des touchés vaginaux, des échographies pelviennes. Et au bout d'un moment, je me mets à écouter des podcasts spécialisés dans l'endométriose. Je ne sais Mais, plus dire lequel. Oui, mais tu cherches quand même des podcasts sur l'endométriose. oui. Là, je me mets à m'abonner sur Instagram à des comptes endométriose, à chercher sur Internet euh, des spécialistes. Donc, ce que j'avais déjà fait, mais là, je m'étends à la France. J'étais restée sur Lyon jusqu'à présent et je commence à chercher partout en France. Je suis prête à me déplacer pour comprendre. Et j'écoute en parallèle des podcasts de femmes qui ont eu le même parcours que moi, donc ça me motive parce qu'elles disent que comme moi, elles ont passé plein d'IRM et plein d'échographies, on leur a jamais rien trouvé, et qu'un beau jour, on leur a trouvé quelque chose et qu'on leur a dit, oui, vous avez l'endométriose, madame. Donc ça me motive à continuer. Et, euh, et je tombe sur ce podcast où la femme va citer deux, trois gynécologues qui ont changé sa vie. Donc je les note tout de suite dans mes notes de mon téléphone. Et une, je ne sais pas pourquoi, il y en a une, je fais une fixette sur son prénom et son nom. Et je me dis, c'est elle qu'il faut que j'aille voir. Mais je saurais pas expliquer pourquoi, parce qu'il y en avait trois. Ouais. Et c'était trois femmes en plus. Et je sais pas pourquoi, je me dis, c'est celle-ci qu'il faut que j'aille voir. Donc je regarde sur Doctolib. Évidemment, les délais sont de plusieurs et plusieurs mois, pratiquement un an. Mais je prends rendez-vous chez cette dame qui est sur Paris. Et, euh, et le dessin est bien fait parce que j'ai eu un stage dans le cadre de mes études sur Paris pendant 6 mois et ça a tombé en même temps que ce rendez-vous. Euh, Alignement d'étoiles. voilà, c'est ça. Et donc, euh, et donc, je demande à mon employeur de partir en pleine journée, évidemment, pour passer pour voir cette dame. Sauf que, évidemment, on me demande pourquoi, donc je suis obligée de raconter que c'est une gynécologue. On n'a pas forcément envie de le dire dans le cadre du travail, mais Bien sûr. voilà. Là, on demande de justifier. Une gynécologue, tu pouvais l'avoir à un autre moment, donc là, il faut que j'explique que c'est une spécialiste, qu'elle a des mois de délai, que ça fait plus de 6 mois que j'ai pris rendez-vous, que je ne les décalerai pas. Et on me fait très bien comprendre que ça dérange fortement que je parte en pleine journée pour passer un examen médical et que j'aurais très bien pu le faire à un autre moment. Donc c'est pas grave. Ouais. On serre encore les dents, on fait semblant de sourire et on part à son rendez-vous. Et, euh, et donc je vais voir cette dame. Là, on est en janvier 2022.
Donc pratiquement 1 an après ma 3e IRM, on m'a encore dit que j'avais rien. Ouais. Et là, cette dame est adorable et bienveillante. Et elle me fait un simple toucher vaginal. Elle appuie par contre très fort sur mon ventre pour bien toucher à travers les organes. Donc c'était plutôt douloureux. Mais par contre, en moins de 30 secondes, elle me dit, bah oui, là, vous avez un nodule. D'une simplicité folle. Ouais. Et pour elle, c'était évident, quoi. Moi, ça faisait 6 ans que je cherchais. Et en 30 secondes, elle me dit, bah oui, évidemment, vous avez quelque chose. Et comme on a déjà parlé et que je connais ce médecin, je reconnais ce ton aussi. C'est ça. C'est ça. Elle n'était pas Et forcément douce dans ses gestes, mais par contre, ça valait le extraordinaire. temps. Ouais, je C'est suis ça. d'accord. Euh, Et alors là, qu'est-ce qui se passe après ça? Parce que ça change tout pour ta prise en charge. C'est ça. Euh, Déjà, je sors de son cabinet où ça a duré moins de 10 minutes le rendez-vous et qui a tout changé. Pour elle, c'était une banalité absolue. Mais moi, quand je suis sortie, j'ai appelé mon copain en pleurant. Je me suis effondrée en larmes et je lui ai dit, elle m'a trouvé un nodule, j'ai de l'endométriose. Donc oui, j'étais contente. Parce Ah oui, parce que quand elle te dit nodule, elle t'explique que c'est de l'endométriose. C'est ça, oui, c'était un nodule d'endométriose. Elle m'explique tout en rapidement, mais de toute façon, je m'étais tellement renseignée que je connaissais déjà la maladie par cœur sur le papier. Euh, et donc, je m'effondre en larmes en sortant. Et je suis réjouie de savoir que j'ai de l'endométriose parce que le pire, c'est de pas savoir. Et le pire, c'est d'avoir mal et que, que tout le monde vous dise que vous avez rien. Voir que t'as pas mal. C'est ça. Je préfère, même si c'est une maladie très handicapante et très pénible, je préfère 1000 fois savoir que je l'ai plutôt que de ne pas savoir. Bien sûr. Donc je suis contente, j'ai de l'endométriose. Elle me dit qu'elle veut me revoir, que je passe une IRM. Elle me prescrit par contre l'IRM dans un institut très spécialisé qu'elle connaît. Elle me dit celle qui va vous examiner, c'est une copine à moi. Je vous envoie pas n'importe où. Et je veux que vous passiez cette IRM pour voir où les nodules sont exactement positionnés sur l'image. L'importance de la coordination entre les médecins. Pardon, hein, je commente, mais Oui, 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 oui. des médecins spécialisés qui se connaissent et qui connaissent leur sujet, ça change tout pour les patientes. C'est ça. Puis ça me rassure aussi parce qu'elle était tellement gentille que si elle me dit que c'est sa copine, je me dis que la copine sera forcément gentille aussi. Et alors, comment se passe cet examen? Et ben, l'examen, je le passe 1 an après, tellement les délais sont longs dans cet institut spécialisé. Ouais. Donc j'ai rendez-vous 12 mois après et évidemment, 12 mois après, je ne suis plus en stage sur Paris. Donc ça m'oblige à réserver des billets de train dans la même journée. Je fais un aller-retour parce que j'habite à Lyon. Donc ça va, je suis pas très loin de Paris. Je fais un aller-retour dans la même journée Lyon-Paris. Le matin, j'avais tout bien ficelé. Le matin, à jeun, je passe mon IRM. Je mangeais le midi tranquille. Et juste après manger, j'avais rendez-vous chez cette même gynécologue. Et le soir, je rentrais. Et donc, j'ai euh, j'ai cet examen d'une bienveillance. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais l'impression d'être au spa. Euh, Tout le monde était adorable. Ils parlaient tous discrètement. Tout le monde était hyper doux, hyper gentil, hyper à l'écoute. Donc, après l'IRM, on me convoque, entre guillemets, dans une pièce avec la dame qui va tout m'expliquer. Et c'était parfait. Ce moment-là, il était génial. Qu'est-ce qu'ils te disent alors? Elle m'affiche en grand sur deux écrans mes 2 nodules. Donc, elle zoome au maximum et elle me les entoure avec son logiciel là. Elle me les entoure en rouge et elle m'explique absolument tout. Elle m'explique leur localisation exacte. Elle m'explique leur taille. Elle m'explique les conséquences de leur localisation. C'est-à-dire qu'elle me dit, bah, vous en avez un sur la vessie, donc ça explique le fait que vous pouvez pas vous retenir d'aller aux toilettes ou que vous avez très très mal quand je peux juste pas aller aux toilettes.
J'en ai un au cul-de-sac de Douglas. Donc, on apprend ici des mots sur nos corps, des organes. Tu peux expliquer ce que c'est cet espace? C'est c'est en gros quand enfin, c'est vers l'endroit où tu vas à la défécation. Et donc, Ouais. ça explique C'est entre l'utérus et le rectum, si je dis pas de bêtises. voilà, ça explique les diarrhées, ça explique les problèmes intestinaux, ça explique que euh, j'ai de gros problèmes pour que ce soit pour la petite ou la grosse commission. C'est douloureux, je peux pas me retenir. Ça arrive évidemment quand on n'a pas envie que ça arrive Évidemment. et que c'est hyper handicapant. Elle m'explique absolument tout et surtout la logique par rapport à mes symptômes. Donc, contrairement à plein de spécialistes que j'ai vus qui me croyaient pas vraiment, elle me dit, bah si, mais si vous avez mal là, c'est parce que ça, vous voyez, elle me montre à l'image. Enfin, elle m'explique tout. C'était un documentaire sur moi-même en version accélérée. J'avais enfin réponse à absolument tout ce que j'attendais depuis 2014. Donc là, on est en 2022. 8 ans, la Donc, vache. voilà. Donc, donc c'était un soulagement immense. Je faisais que sourire. Elle devait me prendre pour une folle, mais elle m'expliquait que j'avais 2 nodules d'endométriose. Donc, c'était pas forcément une bonne nouvelle, je pense annoncer pour elle, mais moi, j'étais les yeux qui pétillaient, je souriais devant elle. Euh, donc voilà, elle m'explique aussi les répercussions sur la fertilité. Donc, elle m'explique que j'en aurais pas, que j'aurais aucun problème à avoir d'enfant vu là où c'est placé. Et là, à ce moment-là, j'ai 21 ans, donc je m'étais à aucun moment posé la question. Je m'étais jamais posé la question des répercussions sur ma fertilité. Je savais que c'était un des gros symptômes de l'endométriose, c'était les difficultés ou l'impossibilité d'avoir des enfants. Mais à aucun moment, ça m'avait traversé l'esprit, tellement j'étais encore jeune Ouais, quand j'ai pour toi-même. investigué. Voilà. Et du coup, c'est vrai que je me dis, ah oui, j'avais pas pensé, mais tant mieux. Donc, encore aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité, mais au moins, c'est vrai que je sais que je touche du bois, mais j'aurais pas de problème à ce niveau-là quand j'en aurai envie, quoi. Je t'ai pas demandé, mais euh, pardon si tu l'as dit que ça m'a échappé dans ce cas-là. Pardon. Euh, Comment t'es au niveau alors douleur? Je sais que t'as toujours des désagréments gastriques à ce moment-là, mais au niveau douleur, comment tu vis au quotidien à cette époque-là? J'ai tellement changé de pilule que j'ai fini par en trouver une qui soulageait pas mal mes douleurs parce que c'était une pilule continue. Donc, on D'accord. avait stoppé mes règles, donc ce qui diminuait fortement les douleurs, mais par contre, j'en avais toujours une fois dans le mois quand même. Ça me tirait très fortement, j'avais quand même très mal, mais par contre, il y avait plus aucun malaise, il y avait plus de vomissements, il y avait plus de pleurs. J'étais juste très sensible et je savais à gérer la douleur. D'accord. J'ai découvert l'huile de CBD, Ouais. pharmaceutique, à mettre sous la langue, qui a changé ma vie. D'accord. Euh, c'est fabuleux cette invention. Euh, Ça te soulage vraiment en 10 à 30 minutes maximum. Ça te soulage et il faut apprendre à en prendre, hein, faut pas abuser du tout, mais dès que tu sens que ça fait plus trop effet, que ça recommence à te tirailler, t'en reprends. Enfin, c'est vraiment, ça a changé ma vie. Je prends plus aucun médicament. Bon, c'est pour celles qui sont intéressées, il faut le faire en parlant à leur médecin traitant ou à leur gynéco. Oui, 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 j'ai été vraiment conseillée. D'accord. Et bien faire attention aux effets secondaires éventuels, aux interactions et tout ça. C'est ça, enfin, j'ai vraiment été conseillée par ma D'accord. pharmacienne, qui est une amie de mes parents. D'accord. Donc elle m'a très bien conseillé sur la prise de. La posologie et ce qui te convient, d'accord. C'est ça. Faut pas acheter sur Internet et faire n'importe comment. Dans l'absolu, dans tous les cas, les produits de santé passent sur Internet. C'est ça. Euh, et, euh, et donc, t'en es là, t'as la confirmation, t'as les détails. Et c'est quoi l'étape d'après euh, dans ta vie? Une Euh, fois que t'as... ben, déjà, l'étape le jour même, c'était d'aller voir la gynécologue Ouais, juste après l'IRM. Elle me réexplique tout ce qu'on m'a déjà expliqué ce matin, le pourquoi du comment, la taille, les localisations, etc. Et surtout, elle me prescrit une pilule hyper adaptée à mes douleurs, à mes localisations.
c'est vraiment hyper personnalisé. Et donc, cette pilule, elle change ma vie. C'est encore celle que je prends aujourd'hui, euh, qui m'a coupé toutes mes douleurs complètement. J'ai plus aucune douleur. C'est vraiment 5% de mes douleurs, mais c'est rien, quoi. J'ai juste un peu Ça, le ventre qui tiraille de temps en temps, comme. ça redevient dans la normalité, quoi. Ça re-rentre. C'est ça, j'ai vraiment, si je m'étire un peu trop en levant les bras le matin, ça me tiraille un peu 1 à 2 fois par mois, mais c'est vraiment, mais rien du tout comparé à avant. Et donc elle me prescrit cette pilule qui n'était pas remboursée pendant plus d'un an, Ouais. qui était à 40 € par mois. Donc là aussi, c'est C'est un un budget investissement. parce que Ouais. il y a cette pilule, mais il y a aussi du coup, je continuais de prendre de temps en temps de l'huile de CBD pour bien dormir ou pour appréhender les douleurs que je sentais arriver le matin, qui étaient encore une fois très légères comparé à ce que j'ai avant. Et elle a fini par être remboursée, donc j'étais ravie. Un jour, je suis allée à la pharmacie, comme tous les mois, ma pilule, et on m'a dit non, cette fois-ci, c'est gratuit. Donc, trop contente. Donc, je revis. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la micronutrition. Ouais. Euh, Comment t'es arrivé là? Qu'est-ce qui t'avait pensé à ça? et ben, c'est à force de m'auto-former, on va dire, d'écouter des podcasts, de lire des articles, d'être abonnée à des contenus spécialisés en endométriose sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai regardé des documentaires Arte, France TV, sur YouTube. Enfin, je cherchais l'information au maximum, au maximum. Et il y a ce truc d'alimentation anti-inflammatoire qui revenait très souvent, que je prenais pas trop en compte. Et au bout d'un moment, malgré cette pilule, j'avais encore ces diarrhées qui revenaient. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être la dernière étape, c'est de regarder mon alimentation. Euh, et donc, je me suis intéressée au FODMAP. Je m'aventurerai pas sur ce que c'est parce que D'accord. je connais pas encore trop la définition, mais c'est une catégorie d'aliments inflammatoires et non inflammatoires. Et donc, les inflammatoires, faut éviter de les manger. Il faut plutôt s'axer sur les non inflammatoires. Donc, du coup, je mange beaucoup plus de fruits et légumes qu'avant. Déjà, avant, j'avais l'impression d'en manger très souvent, mais en fait, c'était pas assez. Je mange D'accord. beaucoup de graines, donc de noix, de noisettes, d'amandes. Une alimentation très très saine. Je m'autorise évidemment des écarts. Je suis très loin de tout contrôler. Je suis contente de manger. C'est pas du tout un calvaire. Une fois qu'on a pris en main les choses et qu'on n'a même plus besoin de réfléchir, c'est vraiment. Mais ça a un effet positif sur ton transit et tes douleurs? Oui, 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 oui. C'est rien à voir comparé à avant. Ça peut m'arriver bah, quand je fais pas attention, quand je mange une raclette, parce que il est hors de question que je me prive de raclette. Bah, je sais que je vais avoir mal après pendant 2 3 jours, mais en fait, c'est pas grave parce que j'ai mon huile de CBD, dont je fais attention de bien prendre la posologie qu'il faut. Ouais. Euh, et j'ai. Donc c'est formidable, ça veut dire que, enfin, c'est facile de respecter un régime quand t'as de tels bénéfices, quoi. Enfin, un régime alimentaire dans le sens régime alimentaire, quoi. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout qu'on est, enfin, on est en France, qu'on n'est pas aux États-Unis. Donc, trouver des aliments sains, c'est hyper simple. Il existe encore des fermes autour de chez nous. Donc, on dit souvent que manger bio, c'est très cher, mais en fait, il existe. Toi, t'arrives à trouver, Donc, c'est ouais. vraiment pas cher d'aller directement chez le producteur, d'acheter des fruits et légumes de saison, de savoir comment bien les cuisiner, sans crème, sans matière grasse, plutôt privilégier la crème de coco, l'huile d'olive. Enfin, c'est hyper. Ouais, t'as trouvé plein d'alternatives, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, Tu m'as dit que toi, quand tu as t'as écouté des podcasts, ce qui a tout changé pour toi, c'est qu'on t'a donné le nom t'as entendu le nom d'un médecin, et donc, elle nous en voudra pas, j'imagine, de la citer. Est-ce que tu peux donner le nom de la gynéco qui a été formidable pour ton dépistage, enfin ton diagnostic? Oui, donc c'est Brigitte Salama. Donc elle est évidemment sur Paris, comme je l'ai dit précédemment. Et les délais sont très longs, donc n'attendez pas. Nous ne sommes pas sponsorisés par Brigitte Salama, mais c'est quelqu'un de très précieux. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ta vie par rapport à la maladie? Euh,
C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Mon quotidien, il est beaucoup plus paisible qu'avant parce que je me soucie plus du tout de mes douleurs. J'ai toujours mon huile de CBD dans mon sac à main avec moi au cas où, mais je pourrais très bien la laisser dans ma chambre parce que je l'utilise pratiquement plus. Et, euh, et ma vie, enfin, c'est fou, enfin, c'est complètement une autre vie parce que avant, j'avais juste tout le temps mal, comme je l'ai dit, à vomir, à faire des malaises, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet. C'est très loin derrière moi. J'ai plus de douleur en fait. Comme j'ai dit, j'ai 5% de mes douleurs, mais c'est tellement rien. Enfin, c'est comme un petit mal de tête, quoi. C'est ça me tire un peu aujourd'hui, bah tant pis, je peux quand même vivre, je peux quand même travailler, je peux quand même sortir, faire du sport, etc. D'ailleurs, le sujet du sport, c'est aussi important parce que pas tous les sports ne correspondent à l'endométriose. Je l'ai appris aussi en me renseignant, en regardant des documentaires, etc. Par exemple, la course à pied, le Ouais. running, c'est pas très conseillé. Sauf que moi, j'aime ça, donc je m'étais dit, bah si, je veux en faire, donc j'en ai fait. Et en fait, très vite, j'ai compris pourquoi c'était pas conseillé, parce qu'en fait, ça me réveillait, et je ne saurais pas l'expliquer, je ne suis pas médecin, mais ça me réveillait mes douleurs, c'est-à-dire qu'après avoir fait, déjà pendant, je sentais que ça commençait à me faire mal au ventre, et après avoir fini une course, j'ai des douleurs pendant 1 à 2 heures, j'ai très mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi. Il faut privilégier quoi alors? Les sports plus doux, bah, le pilates, c'est vraiment super. La musculation, je sais pas si c'est conseillé, mais en tout cas, moi, pour mon cas, ça me déclenche pas de douleur et ça me fait pas mal. D'accord. Donc, je vais à la salle de sport, je fais du pilates, je m'étire et surtout la méditation. Je n'arrive pas à m'y tenir, je vais pas mentir. Mais par contre, quand j'ai des périodes où je m'y tiens, je dors énormément. Comment dire? Je dors pas beaucoup, mais je dors mieux. D'accord. Donc, j'ai un sommeil réparateur, c'était le mot que je cherchais. Mais D'accord. réparateur, j'ai pas mes douleurs au ventre. J'ai beaucoup moins de diarrhée. Enfin, la méditation, c'est vraiment. Je pense que c'est l'ensemble, c'est tout ce que tu fais qui Oui, concourt à ton... ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire à la petite Mélanie de 14 ans? Ben, de pas lâcher malgré que même l'entourage pas te prend pour une folle de continuer. C'est pas du tout. J'ai une famille très bienveillante, mais juste un peu incompréhension, quoi. Elle a vu plus de 15 médecins. On lui a, enfin, tous lui ont dit qu'elle avait rien. Pourquoi elle continue, quoi? Et ben, de pas écouter l'entourage, d'écouter que soi. Et si tu sens que t'as quelque chose, c'est que t'as quelque chose. Merci.